Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette introduction. Les remerciements aussi vont également à toute l'équipe d'accueil. Et je suis donc ravie d'introduire cette première table ronde qui va porter sur la question de la médiation dans la formation du musicien. Quels enjeux et quel devenir professionnel. Donc pour cette première table ronde, voilà, nous allons entendre sur trois thématiques différentes nos trois invités, qui sont donc M. Philippe Dinkel, qui est directeur de la Haute École de musique de Genève et responsable du domaine musique de la Haute École spécialisée de Suisse occidentale. Nous allons également entendre M. Michel Duchesneau, professeur à la faculté de musique de l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de musicologie de l'Université de Montréal et directeur de l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique, l'OICRM. Et nous allons entendre Mme Isabelle Mouly, professeure ordinaire de didactique des arts, de la musique de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève, et directrice de l'Institut universitaire de formation des enseignants. Alors, la première question que je souhaite vous poser concerne l'angle à partir duquel vous abordez ou vous développez la médiation de la musique, à la fois dans vos institutions respectives, mais aussi par rapport éventuellement aux formations que vous dispensez vous-même en lien avec vos disciplines d'ancrage personnel. Voilà, je passe la parole. C'est comme ça a été dit, nous nous occupons de formation des enseignants et des enseignants qui interviennent dans le milieu scolaire, scolaire primaire, scolaire secondaire, scolaire spécialisé, et non pas de formation de musiciens. Et bien sûr, la partie de la médiation qui est inhérente à l'enseignement, puisque l'enseignant est censé être aussi un médiateur, est une partie qui, par son immersion, pose problème. C'est-à-dire où s'arrête la médiation et où commence mon rôle d'enseignant. L'enseignant voit bien qu'il y a une partie de médiation qui lui incombe, et je pense que c'est cette articulation qui est très intéressante à faire découvrir à des jeunes, parce qu'il y a des reconversions qui vont enseigner à l'école publique. Donc, pour schématiser, je dirais que les cours didactiques, puisque nous on utilise les gros mots à l'Université de Genève, nous avons les cours didactiques. Les cours didactiques doivent faire la part de la médiation qui se situe à l'extérieur des classes, c'est-à-dire les médiations que font les orchestres, que font les musées, que font, voilà, par exemple, tout le matériel qui est à disposition des enseignants, qui est déjà fait par les musiciens eux-mêmes, comme par exemple le dernier sur lequel je suis tombée et qui m'a laissé pleine d'admiration, c'est simplement parce que c'est le dernier en date que je mentionne, c'est pas parce que c'est le plus extraordinaire. Vraiment intéressant, c'est celui que met l'orchestre des siècles, donc un orchestre français, avec plein d'enregistrements et plein de vidéos de tournage, voilà, des choses vraiment qui sont très intéressantes pour les médiateurs, mais aussi très intéressantes pour les enseignants. Et en quelque sorte, donner la main symboliquement à des personnes qui, pour schématiser, donnent le goût d'aller explorer, de faire des expériences sonores et d'être dans une activité d'écoute, souvent perceptive, on va dire, avec tout ce que ça implique, quelquefois d'ennui si ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire si la perception devient une perception lisse et qu'on n'a rien à quoi s'accrocher. Et le travail, beaucoup de médiation ponctuelle. Et puis le travail qui est un travail de long terme, qui est un travail d'apprentissage, qui comporte bien sûr des aspects de médiation, mais qui va vers une activité de maîtrise, de connaissance, et qui bien sûr est articulée à la première, mais sont différenciées. Je pense que c'est ça le plus important, c'est cette articulation entre les fonctions médiateurs et les fonctions d'enseignant, qui quelquefois se passe en termes institutionnels, puisque quand on collabore avec un médiateur de orchestre, alors là, voilà, la part institutionnelle est claire, mais c'est une illusion, parce que quelque part, le médiateur comme l'enseignant ont des rôles de médiation. Et vous-même, vous
dans vos autres activités d'enseignement, vous avez réfléchi à la manière dont vous pouvez mettre ce concept dans une réalité pratique par rapport au corps, enfin, des choses que vous enseignez comme ça, je trouve intéressant. Bien sûr, bien sûr. Donc, je donne par exemple un cours qui s'appelle Corporalité en cercle artistique, où il y a énormément d'aspects de médiation, puisque j'ai parlé tout à l'heure de participation d'écoute. Si l'écoute est participative et que le corps est engagé, par exemple avec les petits enfants, mais pas seulement, eh bien, c'est sûr que l'aspect médiation est intégré dans une activité qui a priori est passive. Ça fait des décennies qu'on le sait. Ça fait plus d'un siècle que certains le pratiquent. Mais pour un enseignant qui est titulaire de classe et qui monte ses classes une année, voire plusieurs années, avec des objectifs d'apprentissage, c'est pas forcément très facile toujours de savoir comment cette activité va s'intégrer dans ce qu'on appelle une séquence d'enseignement, c'est-à-dire un objectif qui est un objectif de maîtrise de certaines notions, et par exemple sur un genre musical, par exemple sur une œuvre particulière qu'en guillemets les élèves sont censés apprendre à connaître et pas seulement apprendre à découvrir. Et dans la phase de découverte et dans la phase de connaissance, effectivement, il y a des phases de médiation qui viennent se nicher. Alors, il y a la corporalité, mais il y a aussi les conditions d'une écoute active. Là aussi, ça fait des décennies qu'on travaille là-dessus, mais ce n'est pas forcément très facile de faire dans des grands collectifs. Par exemple, dans des collectifs de chorale ou dans des collectifs de classe à 25 élèves, souvent, quelqu'un qui a fait une formation musicale est plus orienté vers l'enseignement individuel. C'est souvent ce qu'il a vécu le plus. Et au moment de passer à la médiation ou de passer à l'enseignement en grand collectif, eh bien, souvent, il est devenu outil à cet égard. Et donc, là, c'est important que ces outils de médiation sont construits, y compris dans le cours de didactique pour les lycéens. S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire, côté de votre institution, la manière, sous quel angle vous avez développé cette idée-là? D'abord, je voudrais dire que je suis tout sauf un expert de cette matière. Il se trouve que mes compétences scientifiques se sont arrêtées à la préparation d'un doctorat sur Stravinsky qui n'a jamais vu le jour parce que j'ai été rappelé par d'autres fonctions, dont mon propos est évidemment un peu plus institutionnel, d'ailleurs avec un double regard sur les problématiques genevoises et puis sur la discussion qu'on a au sein du conseil de domaine musique, dont a parlé Thierry tout à l'heure. Je dirais que le moment actuel a ceci d'intéressant, c'est qu'il coïncide avec une sorte de bilan critique de ce qu'on a fait ces dernières années dans le développement de nos filières d'études en particulier. Thierry parlait également tout à l'heure dans cette filière de pédagogie musicale qui a vu le jour lorsqu'on a créé le domaine musique qui a été arrivé à la HESS. On a à ce moment-là imaginé ces trois orientations et c'est l'occasion évidemment de voir comment elles se sont développées, ce qu'elles couvrent, ce qu'elles ne couvrent pas des pratiques actuelles. À certains égards, évidemment, la problématique globale se recoupe avec la problématique genevoise, mais avec des spécificités locales. Il me semble qu'une des critiques qu'on peut adresser au système tel qu'on l'a mis en place, c'est qu'il a beaucoup tenu compte des pédagogies institutionnelles, avec la visée de l'enseignement de la musique à l'école, de l'enseignement de la musique dans les conservatoires, d'enseignement de la République, qui est une spécificité genevoise, et qu'en revanche, on a très peu pensé, c'était pas l'ordre du jour, en 2005 et au-delà, ces problématiques un peu plus transversales, de pédagogie hors, extra, dont parlait Isabelle tout à l'heure. Donc effectivement, ça c'est un peu le point de départ, avec comme corollaire, et ça a été dit aussi tout à l'heure, le sentiment qu'il y a certains termes tiroirs qui périodiquement reviennent dans le champ des conservatoires et qui sont en fait pas stabilisés. Le terme de théorie, ça existe, l'opposition théorie-pratique, ça existe depuis que les conservatoires sont conservatoires, et c'est ma foi un terme assez embarrassant, mais avec lequel on vit finalement très bien.
3 siècles. Il y a une dialectique qui s'est instaurée, d'ailleurs, qui suscite des débats intéressants. Avec Michel Duchesneau avant le début de cette séance de recherche. La recherche artistique, c'est aussi un terme qui n'est pas stabilisé, nécessairement qu'on puisse dire. Des visions très différentes, peut-être si on se trouve du Nord, disons en Europe, et puis encore on peut diviser. En termes de pédagogie, il y a toujours eu aussi, on a eu des débats avec Isabelle à plus d'une reprise, la pédagogie musicale, parce que j'ai l'accent, en l'occurrence, dans un cycle universitaire, dans un conservatoire. Et puis finalement le terme de médiation qui est un peu un terme un peu fourre-tout, un peu attrape-mouche, et qu'il est probablement difficile d'appréhender et d'opérationnaliser sans avoir pris la peine effectivement d'un effort, je dirais, de définition. Donc en ce moment, pour résumer un peu notre approche, c'est de dire il y a ce bilan critique qui s'instaure, il y a des structures héritées, la manière dont on a monté ces filières d'études de ces 10 dernières années, en particulier entre les deux institutions vaudoises et genevoises. Et puis l'enjeu, c'est à la fois cet enjeu de pouvoir définir de manière transversale ce qu'on entend à travers ce phénomène de la médiation, et respectivement de l'incarner dans des nouvelles offres d'études, dans des nouvelles structures institutionnelles. Tout ça, pour reprendre aussi le propos introductif de Thierry, sur fond de changements sociologiques qui sont bien considérables. Si on parle de médiation, c'est qu'il y a quelque part d'Afrique sur terrain, quelque chose qu'on ne comprend plus d'une certaine manière et qu'il faut rétablir dans sa compréhension, sur fond de changements aussi sociologiques, des phénomènes migratoires, une sorte de sentiment de globalisation diffuse, qui sont effectivement difficiles à aborder et qui sont très liés au contexte locaux. Donc on est vraiment, pour dire les choses de manière encore plus résumée, au beau milieu de cette réflexion. C'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir partager les expériences des gens tout savants que moi. Merci beaucoup. Et du côté de l'Université de Montréal, alors il y a la psychologie, évidemment enseignée par les étudiants. Il fait encore froid. Du côté de Montréal, il fait encore froid. Alors en fait, on est dans une dynamique peut-être moins avancée au fond finalement, puisqu'à certains points que nos partenaires européens, je pense à Paris 4, Paris 3, j'utilise encore la dignité technologie parce que je fais partie d'une autre génération, ou encore ce qui se fait à l'HEM, donc Genève, Lausanne et l'IAPM. Donc moi je suis plutôt en admiration devant les avancées et les décisions institutionnelles qui ont déjà été prises à ce niveau-là. Mais avant de répondre totalement à la question, ça peut permettre aussi d'illustrer comment nous on l'aborde par rapport aux disciplines. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on est dans l'exercice, dans des collaborations en double, c'est-à-dire qu'on a à l'Université de Montréal et à l'Université Laval, à travers l'Observatoire, jumeler des compétences. Donc en fait, si aujourd'hui cette école a eu lieu, donc c'est la deuxième édition, il y avait eu la première, et là on retrouve des musicologues, des sociomusicologues, des sociologues de musique, pour faire des distinctions subtiles, des pédagogues. Donc c'est comme ça dans tous les cas, dans tous les doublés nationaux, donc France, Suisse, Québec. Et je trouve qu'il y a là aussi un signe important. Donc, du fait que cette question de la médiation est aussi un moteur de coopération étonnamment puissant. Alors, pour répondre directement à la question, chez nous, c'est parti donc d'un constat dont Philippe a soulevé, je dirais déjà, quelques grands thèmes, c'est-à-dire qu'on est dans une situation sociale où certains répertoires musicaux sont dans des situations de grande fragilité, notamment en Amérique du Nord, pour toutes sortes de raisons, historiques, économiques, etc. Et on s'est aperçu que bien des actions qui par le passé, je dirais, étaient intégrées à d'autres sphères de connaissances, que ce soit d'un côté la musicologie ou de côté l'interprétation, nécessitait peut-être qu'on s'y réintéresse de manière plus systématique pour en faire quelque chose de plus
fonctionnel encore et de plus efficace. Ce qui veut dire que chez nous, c'est parti au fond du secteur musicologie. Donc l'intérêt pour la médiation est parti du secteur musicologie, sociomusicologie, donc dans une dynamique d'ouverture interdisciplinaire, parce que pour nous, le terme médiation est un terme pratique pour recouvrir une activité interdisciplinaire bien réelle, qui va combiner les savoirs traditionnels de la musicologie, donc notamment, je ne sais pas, l'histoire, les compétences musicales analytiques, la sociologie, c'est-à-dire une connaissance approfondie d'une situation sociale, c'est-à-dire autant du côté du public que du côté des institutions musicales. Et après ça aussi, donc, des compétences et des connaissances. Et là, pour moi, c'est un élément très fort lié à la pédagogie. Parce que, donc, il y a là évidemment une relation extrêmement étroite. Mais moi, j'ajouterais aussi le domaine des communications. Ça a suscité un peu de discussion déjà. Et j'ose d'aller plus loin encore. Il y a des préoccupations liées au marketing, et on voit bien dans nos institutions musicales que les frontières sont parfois difficiles à distinguer. Évidemment, c'est aussi associé, je dirais, au monde de la pratique musicale, dans la mesure où, à la faculté de musique de l'Université de Montréal, nous avons les trois grands pans du domaine représenté. Le quatrième, ne nous appartenant pas, en fait, il est surtout représenté à l'Université Laval. Je parle de la pédagogie, de tout ce qui est lié à la didactique. De l'autre côté, il y a interprétation, composition, musicologie. Donc c'est clair et net qu'on est dans une institution où une telle initiative peut très rapidement prendre pied au sein même de l'institution, puisque toutes les forces sont regroupées, en théorie du moins dans une même dynamique. Mais on pourra en parler, donc je pense plus loin sur ces problématiques, parce qu'il y a malgré tout des problématiques. Donc, ce qui m'amène ici donc, à compléter donc, cette intervention sur cette question, sur une question terminologique. En fait, ce que je pense, c'est pour les musicologues, par exemple, médiation peut représenter donc, une façon d'exprimer un changement de paradigme. Ça veut dire, au niveau institutionnel, on a pratiqué la musicologie dans une dynamique théorique. Et théorique large, c'est-à-dire autant dans ses méthodes, que ce soit des méthodes liées à l'analyse musicale, par exemple dans la music theory, des Anglais qui en réalité tirés de la musicologie allemande, que dans les objets. Donc je veux dire, on va s'intéresser au répertoire du passé, si c'est l'aspect contemporain, on va s'y intéresser selon les mêmes principes, vers une musicologie que je qualifierais de pratique, mais peut-être mieux que ça, j'ai une musicologie qui va se réinscrire dans la cité. Ça veut dire que ces savoirs, et la combinaison des savoirs en plus interdisciplinaire, parce que la musicologie, aujourd'hui, est une musicologie qui est matinée de façon très positive par d'autres disciplines. Alors, évidemment, une des grandes interventions disciplinaires, c'est la sociologie, mais on pense à l'anthropologie, on pense aux communications, on pense aux sciences économiques en général, on pense aux sciences politiques. Donc, il y a là un potentiel d'arrimage dans la cité très très fort, dans la mesure où on exploite ces savoirs, pas dans une dynamique interne à l'institution, c'est-à-dire on va générer un savoir qui est recyclé continuellement au sein de l'institution, mais qui est valorisé dans la société, et surtout, on parle d'une idée de transfert, et la médiation, à mon avis, je veux dire, c'est un terme intéressant pour identifier cette façon de faire. Peut-être qu'on peut directement faire le lien avec la deuxième question, celle qui concerne, qui a déjà été abordée en partie, la question des enjeux. En fait. Quels principaux enjeux soulèvent la formation à la médiation au sein de vos établissements respectifs? Alors, peut-être pas tous les enjeux, parce qu'il y a peut-être beaucoup plus structuré que cela, mais quelques enjeux qui vous semblent importants à souligner pour qu'on comprenne mieux la place de cette pratique. Les enjeux, ils sont certains permanents, c'est-à-dire les enjeux qui sont permanents depuis 68. 68, c'est le moment où la médiation est née officiellement, c'est le moment où on s'est dit il y a des publics et il y a des non-publics. C'est le moment où est née cette idée qu'il y avait des non-publics. Et un des enjeux, c'était évidemment de transformer les non-publics en publics. Alors, il y avait des visées sociologiques, des visées d'intégration, des visées politiques. Je pense qu'on va avoir
Et dans les politiques publiques, ça a été dit par deux interlocuteurs, il y a des choses qui se sont institutionnalisées et qui se sont ancrées même dans les contrats qui lient des institutions culturelles et les politiques publiques, les autorités publiques qui les financent. Grosso modo, c'est né en 68 pour ce qui concerne en tout cas la partie francophone de l'Europe à laquelle nous appartenons. Maintenant, du point de vue de l'école, c'est encore plus ancien que ça, puisque l'idée que l'école publique obligatoire n'est pas seulement amenée à fournir au marché du travail l'usine et autres nécessités économiques des travailleurs qualifiés pour des postes qui sont des postes de production, mais aussi des citoyens éclairés et des personnes qui avaient en quelque sorte un droit explicite à avoir aussi du plaisir artistique, c'est-à-dire avaient droit à l'émotion esthétique. Les conditions pour mettre en place une école qui permet à chacun d'avoir cette émotion artistique et d'avoir en littérature, en art visuel, en musique, enfin voilà, dans l'ensemble, même en théâtre, hein, voilà, dans l'ensemble des arts, une part de lui-même qui était investie, mais qui n'était pas investie par le devoir, mais qui était investie par le plaisir, on savait que ça ne se construisait pas spontanément. Donc nous sommes les héritiers de ça. Qu'est-ce qu'on a fait? J'entends qu'on est dans un chantier, moi je suis complètement d'accord avec cette idée. Il y a différents chantiers là, qui ont été esquissés, mais en fait c'est un chantier qui était de manière permanente un chantier, même pour moi j'étais petite, c'est ludique. Donc je pense qu'en se situant comme héritier de tout ça, en réinventant pas la roue, c'est-à-dire tout ce que nos prédécesseurs ont fait, et en essayant d'aller simplement un pas plus loin, tous les pas qui ont été faits avant nous. Par exemple, un des relais qu'on prend, c'est la question du langage. Parce que longtemps, on a cru que la médiation, c'était une histoire de banlieue, c'est-à-dire en gros, assez naïf, mais quand même, on a créé beaucoup de délocalisation, de décentralisation, on a construit des salles de concert, etc. dans les banlieues. On est allé jouer du théâtre, de la musique ailleurs, puis on a créé le livre de poche, aussi bon, c'est encore un peu antérieur. Mais on s'est aperçu que c'est pas pour ça que les gens lisaient nécessairement plus qu'avant, pas beaucoup. On s'est aperçu que c'est pas pour ça que forcément ils aimaient Boulez, d'accord? Donc, alors, c'est pas un impératif catégorique d'aimer Boulez, c'est pas un impératif catégorique d'avoir un livre de poche dans sa poche et de citer Victor Hugo à la moindre occasion. Mais néanmoins, ça peut embellir la vie, voilà, ça peut être quelque chose d'important dans sa vie, à des moments où eh bien, on essaie de se retrouver avec soi-même, mais pas forcément avec son terroir orchestre ou avec ce qu'on apporte à la société en termes de plus-value. Donc cet aspect symbolique-là, je pense qu'on est en train d'essayer d'inventer aujourd'hui, notamment un rapport au langage qui n'est pas un rapport trop piégé. Et je pense que le rapport le plus piégé en termes de médiation, c'est le rapport explicatif. Plus on explique certaines choses, et plus on ennuie l'auditoire. Donc, c'est pour ça tout à l'heure que j'ai dit le goût. Le goût, c'est un terme qui était très utilisé au XVIIIe siècle, mais je pense qu'au XXIe, on a bien intérêt à le ressortir de sa poche aussi. Parce que c'est vrai que goûter aux choses, c'est pas nécessairement connaître la recette par cœur, c'est pas nécessairement le recracher tout de suite, mais ça nécessite peut-être que ça soit présenté d'une certaine manière dans l'assiette pour qu'on ait envie d'y goûter. Ça m'arrêterait. C'est très intéressant, Isabelle, que tu parles des 68, parce qu'effectivement, en tout cas dans l'espace symbolique en Europe, ce moment de rupture, et notamment sur le plan culturel, de se dire qu'il y a eu une sorte d'appel, une revendication de la non-prescriptibilité de la culture et de l'idée qu'il fallait faire fleurir les déserts culturels. En réalité, tu l'as dit aussi, c'est quelque chose qui, sous une forme contemporaine, en tout cas à l'époque,
est une sorte de constante dans le débat qui a pu, en Europe, dans l'histoire occidentale, traverser les siècles. Et dans ce sens-là, effectivement, je pense qu'en parlant d'enjeux, c'est plutôt les défis auxquels on est confronté aujourd'hui, qui est donc dans un certain nombre de dimensions. Et si je dois me situer par rapport à mon institution, je parle vraiment de l'espace genevois, un des défis, c'est effectivement, je vais aborder, c'est la question de la pluridisciplinarité. C'est pas évident de se parler entre nous, entre sociologues, entre musiciens, entre pédagogues, etc., en politique, etc. C'est un vrai défi. Il faut avoir un respect et puis une connaissance des espaces que les autres, des responsabilités que les uns et les autres occupent dans ce domaine. Ce n'est pas une donnée qui se construit. Il se construit d'autant plus que peut-être un autre défi que je voudrais mentionner brièvement, c'est les espaces institutionnels. C'est une chose d'avoir la chance, comme chez nous, de travailler à l'intérieur d'une vaste institution où il y a tout, la théorie, la pratique, la pédagogie, la recherche, etc. Et puis, c'est le cas à Genève, d'avoir des écoles spécialisées, comme la mienne en particulier, et des interlocuteurs de l'université. L'université, ce n'est pas un monobloc. C'est la faculté d'Isabelle, c'est la faculté des lettres avec la psychologie, il y a les sociologues, etc. Donc de pouvoir jouer avec ces espaces institutionnels qui sont des données de base. On pourrait parfois imaginer des solutions plus simples, enfin c'est des contraintes qui sont posées par le système actuel. Et par voie de conséquence, un défi, c'est de pouvoir opérationnaliser tout ça avec les projets des uns et des autres. Si j'essaie de saliver très très brièvement ces enjeux que je vois dans la combinaison de mon école, eh bien, un des enjeux, c'est de pouvoir consolider la toute nouvelle filière qu'on vient d'installer, qui est la filière de musicologie. C'est une filière qui est justement compliquée puisqu'elle est à cheval entre les universités de Genève, de Neuchâtel et la Haute École de musique de Genève, qui s'efforce effectivement d'une certaine manière de thématiser ces questions d'interculturalité avec les enjeux de traduction qu'il y a d'un endroit à l'autre. On l'a voulu aussi parce qu'on considère que Genève est une ville qui a suffisamment de cultures différentes au pluriel pour pouvoir être le lieu où se nourrit ce type de réflexion. Et à première volée, nous a montré qu'on n'avait pas complètement tort avec des personnes venant vraiment de plusieurs continents qui d'un coup décident de partir en Asie ou ailleurs pour un travail de recherche sur le terrain, pas complètement ex nihilo, puisque le professeur de musicologie que j'ai eu à l'Université de Genève était lui-même un musicologue, donc il y a une certaine tradition, disons, dans ce pays, et de l'incarner aujourd'hui, ça c'est un premier enjeu. L'autre enjeu, c'est de pouvoir cultiver le réseau que l'école a développé ces dernières années dans des endroits justement où l'accès à la culture, l'accès à la musique et tout sauf une donnée garantie, respectivement, doit pouvoir se construire parfois contre grands et mal. C'est d'ailleurs des terrains de jeu qu'on partage avec Lausanne, avec élus, comme par exemple notre travail en Amérique du Sud, au Brésil, avec Néo Gibas, qui est professeur de Lausanne, diplômé de Genève, professeur à Lausanne, mais qui a créé ces structures un peu sur le modèle du système vénézuélien et qui précisément s'efforce de faire accéder à la musique des enfants des favelas qui ont tout sauf ça dans leur promesse de base, enfin les bonnes fées qui sont sur eux. Et effectivement, le travail qu'on fait avec nos étudiants dans ce contexte-là est tout à fait important. Il y a même une vocation de travail sur ce et puis, un autre exemple qui me vient à l'esprit aussi, c'est un enjeu un petit peu différent, c'est d'apporter la musique dans des zones de conflit. En l'occurrence, le travail qu'on a développé ces dernières années avec le Conservatoire national palestinien est de nature à tout d'un coup révéler encore la fonction de la musique, à la fois de son importance, c'est peut-être un peu dérisoire de dire que faire de la musique, ça empêche de prendre une art, ça de prendre son voisin. Mais c'est en tout cas une manière de montrer à quel point la culture est un domaine à la fois indispensable et fragile dans un espace qui est menacé par les conflits
armée ou très simplement de passer d'un lieu à l'autre, du conservatoire, de Bethléem à Ramallah, de Jérusalem, ça se passe à travers des checkpoints. Il y a vraiment des murs, il y a des choses qu'il faut thématiser de cette manière-là. Donc ça, c'est une manière très concrète d'opérationnaliser cette thématique. Et puis le dernier enjeu que je verrais dans l'actualité genevoise, c'est ce projet de cité de la musique. C'est une chose de dire qu'on construit un bâtiment avec un orchestre, avec une école. Puis c'est encore autre chose de faire en sorte que ça ne soit pas une sorte de d'endroit qui se referme dans sa splendide isolation. Au contraire, qu'il soit une cité ouverte sur le monde, à commencer par les voisins proches, la population genevoise. Et puis, c'est peut-être ça aussi l'intérêt à Genève, d'être à proximité immédiate du vaste, des Nations Unies, avec les enjeux potentiels de diplomatie culturelle, Nous avons commencé une discussion avec certains responsables des Nations Unies et nous avons le sentiment que c'est aussi une manière, disons, de dépasser, de donner des réponses actuelles à des problèmes. Je vais rebondir, donc je pense que je vais me concentrer sur un enjeu, je vais rebondir sur cette question d'ouverture. En fait, j'avais noté le principal enjeu pour nous, pour moi, donc, qui pilote notamment le nouveau programme en médiation musique, donc qui est un programme court aux études supérieures, c'est donc de briser des sphères disciplinaires hermétiques. Je pense que le souhait que j'ai, moi, c'est de pouvoir faire en sorte qu'au sein même des institutions d'enseignement supérieur de musique, les sphères traditionnelles soient. Alors, on ne peut pas tout partager. Les enjeux sont. Les raisons d'être, les enjeux, les modes de fonctionnement sont différents. On ne peut pas faire un grand tout qui donnerait un magma informe. On peut quand même partager un certain nombre, de préoccupations, mais aussi de moyens pour, comme je disais tout à l'heure, mieux intégrer la cité, parce que, et notamment en Amérique du Nord, la question la redevance, et on est redevable face à la société qui nous soutient, semble rejaillir. C'est-à-dire que le principe, on dit, j'acquiers les compétences de musicien, je joue un concert, et mon engagement face à la société, c'est de me présenter sur scène, de jouer et de recueillir les applaudissements et de repartir. Moi, je caricature un peu, mais ça, et par principe, les codes font en sorte qu'on s'attend, en tant que musicien, à ce que dans la salle, elle soit pleine, pas d'autre part que les gens applaudissent pour qu'on rentre, ils applaudissent pour qu'on sorte, et qu'ils soient présents. Donc, il est clair et net que la dynamique est très différente, pour toutes les raisons. Je ne peux pas rentrer dans cette discussion-là, mais un des principaux enjeux, à mon avis, c'est une prise de conscience qui nous concerne, nous, directement, et je m'inclus, ayant, comme j'ai expliqué, une carrière de musicien derrière moi, je sais très bien de quoi je parle. Il y a une prise de conscience de la difficulté que l'on a de fonctionner aujourd'hui en mode autarcique. Je veux dire, si ce mode de fonctionnement qui faisait qu'on avait chacun un rôle très précis, et on pouvait se cantonner dans ce rôle-là, aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Donc chez nous, un des enjeux, par exemple, c'est d'amener de jeunes artistes à prendre conscience que leur carrière n'est plus forcément celle de leur professeur, voire des musiciens qui les idolâtrent. C'est vrai qu'on a des artistes aujourd'hui qui vont faire de brillants carrières internationales, pas de souci. Nous avons aussi des artistes qui ont des compétences de musiciens d'orchestre exceptionnelles, ils vont les remporter les auditions. Donc quand ils sont dans une organisation nationale, ils sont à temps plein, même plus qu'à temps plein, mais ils trouvent quand même le moyen d'enseigner à temps plein parfois aussi dans une institution d'enseignement supérieur. Donc je trouve ça admirable, double temps plein sur ça, donc vraiment ceux qui sont investis. Et cette prise de conscience, donc elle est complexe pour la bonne et simple raison que pour atteindre le niveau idéal, notamment dans l'apprentissage d'un instrument ou en composition, c'est aussi donc la quantité de travail qu'il faut fournir est vrai considérable. Alors, ajouter une couche d'obligation d'apprentissage, l'enjeu et le défi est là. Alors, est-ce qu'il faut moduler les obligations? La réponse est il est certain qu'on peut constituer aussi des modes de parcours qui font en sorte que c'est un choix personnel que les étudiants peuvent faire, mais il faut qu'ils puissent avoir ce choix. Donc un des enjeux, c'est de faire en sorte que dans nos institutions, et particulièrement la mienne, les étudiants aient concrètement ce choix et que ce choix soit valorisé. C'est-à-dire la possibilité de faire le choix.
Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental. Ce qui veut dire qu'il y a un sous-enjeu, c'est de repenser, alors ça fait penser, ça m'amène à la question de l'évaluation de nos pratiques. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à remettre en chantier nos formations, nos programmes d'enseignement dans tous les domaines, pour tenir compte de nouvelles réalités qui sont définitivement plus les mêmes qu'en 1793 ou en 1795, lorsqu'on a créé le conservatoire, ou en 1905, lorsque Gabriel Fauré prend la direction du CNSM, qui de toute façon, en prenant la direction du CNSM, la première chose qu'il a fait, c'est de bouleverser les programmes. Et ainsi de suite. Donc je pense qu'on est mûr pour ça. Le troisième temps, celui qui est consacré à l'impact en fait, que peut avoir la formation à la médiation sur la professionnalisation du musicien. C'est peut-être le point le plus important par rapport à la thématique qui est la nôtre ce matin. Alors, pareil, impact, peut-être qu'on peut penser au pluriel, il me semble qu'un seul impact concerne cette question. En quoi c'est important pour la professionnalisation du musicien de passer à cette formation, ces modules, ces enseignements à la médiation. Je pense que la question de la recherche et de l'objectivation par des méthodologies de recherche, qu'elles soient des méthodologies inspirées de méthodologies de sociologie ou des méthodologies inspirées d'autres sciences humaines, est capitale. Et ça, c'est un vrai tournant qu'on a pris pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'on n'aille pas avec un impératif qui est un impératif de changement structurel, dont on voit bien que c'est un impératif historique, c'est-à-dire qu'on a changé régulièrement un certain nombre de choses, avec un même objectif qui est, en gros, l'accès, la question de l'accès à la culture. Et qu'on ne continue pas à le faire sur un mode qui est un mode volontariste, uniquement basé sur soit des oukases politiques, soit des pressions sociales qu'on ressent plus ou moins précisément, confusément, par exemple les conditions de subventionnement pour un orchestre. Vous devez faire la médiation, vous devez faire des concerts collégiales, vous devez faire ceci, cela. Et sinon, il y a une part de la subvention que vous ne recevrez pas, par exemple. Voilà, ce que j'appelle des pressions sociales. Et de quitter ce type de rapports, qui sont des rapports qui existent, donc il n'est pas question de nier, il n'est pas question d'être dans le fait de les mettre de côté, mais de créer un espace qui est un espace de recherche pour se dire, quand il y a un impact, dont on a l'impression qu'il est visible, qu'il est objectif, qu'il est durable. Par exemple, je ne sais pas moi, un orchestre, c'est arrivé, un orchestre qui n'avait plus de public, qui avait un public vieillissant, qui a entrepris un certain nombre de démarches, et puis 5 ans après, eh bien, le public a rajeuni. Comment ils ont fait? Et d'essayer d'analyser ces pratiques de médiation. Alors, ça se fait. Mais c'est ça qui est vraiment nouveau. À mon avis, c'est que l'impact, il peut être lié à des démarches qui ne sont pas des démarches velléitaires, mais qui sont des démarches d'analyse avec des méthodologies qui sont des méthodologies éprouvées dans d'autres contextes des sciences humaines et sociales. Et par exemple, un des paradoxes qu'on a découvert par certaines recherches, je ne vais pas être bavarde, je vais en dire là, c'est que, curieusement, contrairement aux idées reçues qu'on pourrait avoir sur ces questions, c'est que curieusement, par exemple, une des conditions de l'expérience esthétique, parce que généralement quand les gens font une expérience esthétique, ils y reviennent. Ça les intéresse, ils ont envie de revivre ça. C'est ce que dit Louis Harvey l'activité contrôlée. C'est-à-dire que ce n'est pas dans un contexte où chacun est dans sa conception qu'il a librement élaborée de la réception culturelle, que les gens ont le plus de plaisir, mais c'est au contraire dans une situation où il y a de leur part une activité de contrôle, c'est-à-dire des repères qui sont des repères fixes et des repères appris,
capable d'avoir l'écoute la plus libre possible. C'est un paradoxe, puisque longtemps, il y a des personnes qui ont cru qu'en fait, il suffisait de curiosité intellectuelle, de disponibilité, de ces qualités très génériques pour que ça passe. La beauté de la musique, le message, tout ce que vous voulez passe. Et on sait aujourd'hui, par des études qui sont des études scientifiques, que c'est absolument faux. Et que, en réalité, on peut voir des paramètres, des démarches, qui sont des activités contrôlées, qui produisent des effets qui sont des effets de liberté au moment où on est tout seul face à la musique. Et ça, je trouve que c'est par exemple quelque chose d'assez intéressant, c'est le passage par l'objectivation par la recherche. Je ne sais pas si ça fait écho. Oui, tout à fait. Pour moi, évidemment, cette question-là est absolument fondamentale. Je veux dire, à travers la création de la faculté de musique du DESS en régression, en fait, il s'est appuyé sur la recherche, sur justement la possibilité d'identifier les bonnes pratiques, de réfléchir aux moyens de rendre ces pratiques visibles, de comprendre aussi ce que ça peut apporter autant aux artistes qu'au public dans cette liberté où on passe à l'objet. Ça, je pense que c'est important. Donc, il n'en reste pas moins que, donc, de façon très pragmatique et encore une fois en tant que musicien, c'est certain que la méditation, alors on va revenir dans tout à même si il y a des complexes et qui font recouvre beaucoup de choses, donc on le prend tel qu'il est, en fonction de la question qui vous est posée. Oui, pour moi, il est clair et net que ça a un impact extrêmement important sur la professionnalisation du musicien, on s'entend, on va dire de certains musiciens, ou d'un certain nombre de musiciens, et moi je veux dire d'un grand nombre de musiciens. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec Lily, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est aussi important, c'est ce que ça peut proposer comme dynamique de recherche pour, par exemple, un interprète ou un compositeur. Donc c'est peut-être l'occasion pour lui d'établir un mode de réflexion réflexive sur sa propre pratique, sur la place qu'il occupe donc, dans la cité, et à travers sa pratique au quotidien aussi ce qu'il va produire comme artiste, et puis aussi donc, je veux dire, comment réfléchir à la création de fameux liens sociaux. Je pense que c'est absolument fondamental. Et encore une fois, ça revient à mon idée de Tour d'Ivoire, qui est un modèle qui a fonctionné jusqu'à un certain point, mais comme j'avais fait l'alimentation avec Elina au début de cette école, même historiquement, quand on regarde attentivement les réalités du milieu, je veux dire très 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 rapidement, donc au moment où l'éducation obligatoire pour tous se met en place, où on réfléchit à l'accès aux œuvres d'art, etc., tout de suite toutes ces questions-là sont mises de l'avant, avec des moyens différents, avec des conceptions différentes, mais on est déjà dans cette dynamique de comment fait-on pour créer cette possibilité de profiter de l'art. Et je pense que l'artiste a un rôle absolument fondamental à jouer dans cette dynamique-là. Et ce que nos institutions tentent de faire, c'est... Alors on est toujours un peu en retard, dans le sens que dans les fêtes, je veux dire, les milieux artistiques ne nous ont pas attendus. Hein, je veux dire, mais peut-être que nous, encore une fois, je suis tout à fait d'accord par la démarche de la recherche, que nous, on peut récupérer une certaine avance en proposant donc une manière de le faire, en identifiant les modèles qui existent et ceux qui seraient à développer. Nous, ce modèle, comment quel impact ce grand champ de pratique peut avoir sur la professionnalisation musicienne et l'évaluation de la. Alors moi, je peux me situer à la fois dans la doxa des hautes écoles spécialisées, puis comme responsable d'institution, je vais essayer de répondre et de rebondir sur ce qui a été dit. Je pense qu'en effet, dans la doxa HES, on nous dit la recherche, effectivement, a un impact direct sur les pratiques pédagogiques, sur la construction des pédagogues. C'est une évidence que les apports des sciences sociales en particulier, on doit les penser, les refléter dans la transformation institutionnelle, dans l'offre d'études, etc.
avec toujours, et ça c'est été très brièvement par Michel Duchesneau, la difficulté du grand écart entre le constat que c'est compliqué de fabriquer un musicien praticien, c'est long, et qu'en plus on doit enrichir le milieu, si vous passez l'expression, avec toutes sortes de compétences secondes qui peuvent devenir principales. Donc c'est tout à l'heure ce qu'on dit sur la relation théorie-pratique. Le jour où le menu sera équilibré, on le saura, ça va être partiel, et je pense qu'on le cherchera toujours, mais enfin c'est une sorte d'impératif paradoxal qui nous est proposé et qui est justement un ferment de discussion et de transformation de l'institution. L'autre élément de la doxa HES, c'est qu'on met sur le marché des musiciens praticiens qui doivent pouvoir gagner leur vie avec ce qu'on aura fait très très bref. Et c'est évidemment aussi là-dessus que l'on mesure la performance de nos écoles respectivement, que le cas échéant, on met en question ces budgets, un peu à l'instar de ce que disait Isabelle tout à l'heure à propos des programmes pédagogiques des orchestres. On leur dit qu'est-ce que vous avez fait dans ce domaine-là pour nous montrer que les salles sont pleines, que le public se rajeunit, etc. C'est exactement la même chose. Et dans ce sens-là, évidemment, j'apprendrai à personne, en particulier aux étudiants qui sont dans la salle, à quel point le marché de l'emploi s'est modifié en profondeur ces dernières années. Au début de ma première intervention, j'ai parlé de cette espèce de naïveté peut-être qu'on a eu au moment où on a formé les cursus, de dire, bah voilà, il y a des créneaux, donc c'est internationaux, où vous allez être pédagogue, où vous allez ceci, cela. En réalité, les frontières sont beaucoup plus floues aujourd'hui, on le sait tous, et que la plupart de nos jeunes diplômés, moins jeunes d'ailleurs, c'est des gens qui sont en réalité au confluent de plusieurs manières de gagner leur vie. Les anglo-saxons ont fait une carrière portefeuille, avec sans doute un bout d'activité dans une institution d'enseignement, avec peut-être un job dans un orchestre professionnel, mais peut-être son orchestre par projet, les choses ne sont pas sûres, avec des difficultés qui sont celles évidemment d'entrer dans une chose, de participer à un concours, et c'est autre chose de savoir qu'on est peut-être 1200 candidats très brillants, qui vont, pour des raisons parfois plus évidentes de l'extérieur, remporter la place à décrocher, ou encore d'avoir une activité d'artiste freelance. Et quand on dit freelance, c'est pas seulement être dans un ensemble qui tourne autour du monde, mais c'est aussi avoir des activités dans le domaine social, avoir des activités qui dépassent les cadres publics traditionnels. C'est là qu'on est en train de régler. Pour ça, c'est principalement l'enjeu institutionnel qui nous est proposé, aussi bien Genève Lausanne, je suppose, et où on voit d'ailleurs que les forces novatrices dans ce domaine-là, c'est pas forcément tous les enseignants, parce qu'un magnifique artiste qu'on engage dans nos écoles et qui a réussi d'une certaine manière par avoir très naturellement, et c'est bien normal, tendance à proposer les mêmes recettes pour son étudiant. C'est-à-dire si ça réussit pour moi, ça va réussir pour toi. Très bref. Alors qu'en réalité, probablement que c'est les étudiants qui ont une vision plus claire, parce qu'ils attendent juste une année ou deux, respectivement, qui doivent aussi disposer d'une certaine autonomie, d'une certaine liberté, d'une certaine créativité, j'allais dire, dans la définition de leur propre parcours. Le ferment de changement en réalité, et je ne dis pas de manière démagogique, il vient souvent des étudiants et de leur capacité à s'emparer d'un espace de liberté qui leur est proposé pour voir davantage un niveau master dans nos écoles, un niveau bachelor, on apprend les fondements et les basiques, comme ça. Mais en réalité, au niveau master, de pouvoir dialoguer avec l'institution sur les besoins qui sont plus individuels que par le passé, avec une proposition de partie plus souple, d'un contenu flexible qui les laisse le moins démunis possible au moment où ils entrent dans la jungle de l'emploi. Il vient à l'esprit un exemple, je parlais tout à l'heure de mon relation avec Léo Giba. Il y a quelques années, un
garçon qui a fait de très brillantes études de clarinette chez nous. On pensait qu'il allait devenir musicien d'orchestre, je ne sais pas. Il est tout à fait tombé sous le charme et amoureux de ce système de Salvador de Bahia. Il est allé une fois, alors qu'il était étudiant, il est retourné à ses frais et finalement, on lui a demandé s'il ne voulait pas rester 5 ans comme responsable pédagogique. Donc il a contribué de l'intérieur à construire les programmes. On lui a même demandé, ce à quoi il était absolument pas préparé, de commencer à discuter avec l'université de Salvador de Bahia pour construire un cursus professionnel. Et après 5 ans, il est rentré en Europe et c'est devenu le responsable du programme pédagogique à Fermi-Paris. Donc c'est des parcours complètement improbables. Je le prends à dessein parce que on question aussi des institutions parisiennes. Et je veux croire que là, d'une certaine manière, la liberté qui lui a été laissée durant son cursus de master a été l'occasion de prendre ses responsabilités et de déterminer en toute liberté, avec toute conscience aussi, quelle direction il allait prendre. Probablement le sac de l'éternité, c'est pas terminé. Merci beaucoup, je pense qu'on va rester sur ces deux beaux vocables de liberté et de métamorphose. Donc d'applaudir nos invités. Après, je ferai la discussion, si vous avez un quart d'heure de discussion avec le public. Merci vraiment. La discussion est donc ouverte. Question. Merci beaucoup à tous ces analystes pour la question que vous avez soulevée qui a rejailli de la question de la liberté. Il me semble que le fantasme du médiateur, c'est peut-être se rapprocher de l'interprète de l'objet artistique. Et c'est la question de la liberté dont vous parlez, il y a une certaine liberté et pas en fait similaire à ce que recherche l'interprète dans son travail très construit, incroyablement travaillé pour obtenir une liberté. Oui, à mon avis, ce qui nous permet d'articuler ce que vous dites et ce que j'ai dit, c'est la question de la dramaturgie. Donc tout ce qui donne une dramaturgie plus sonore, sans effet de mise en scène, sans effet de spatialisation, sans effet de lumière, permet effectivement des lectures. Alors, des lectures pour d'habitude l'écrit, mais là des lectures qui sont quand même des lectures parce qu'on a des filtres. C'est-à-dire on a ce que les spécialistes appellent une perception aspectuelle, c'est-à-dire nous conformons notre perception et pour pouvoir la conformer, nous avons des acquisitions préalables qui sont nécessaires. La meilleure preuve, c'est que, bon, je ne peux pas le faire, mais si je me mets à parler plus soudainement syncophrase, vous allez avoir un changement de perception aspectuelle, d'accord? Et si je joue du Beethoven et tout d'un coup au milieu je me mets à jouer du Ferneyhough, je vais aussi avoir ce type de problème. On a bien une liberté, mais on a aussi en face quelqu'un qui sait qu'on a des accroches possibles et des accroches plus improbables. Et je pense que les effets de surprise de la musique, parce que tout le monde s'ennuie, c'est déjà sûr, ils viennent de cette interface qui s'appelle la dramaturgie, qui font qu'à certains moments, vous connaissez bien les phénomènes des cadences, on a une cadence, et puis tout d'un coup, l'interprète il décide de la mettre en évidence parce que ce n'est pas une cadence parfaite, c'est notre forme de cadence, et il trouve que c'est génial à cet endroit-là, et il va instaurer sur le plan sonore une rupture dramaturgique pour essayer de dire aux autres, regardez, moi ça je trouve ça génial et je vous le donne à goûter. Donc quelque part, cette notion de dramaturgie, à mon avis, elle est effectivement essentielle. Je ne sais pas si j'ai... Je
réagit lentement. Peut-être, oui, ben, voilà, c'est ça, voilà. Je disais, j'ai quasiment l'accent. Cependant, pour rentrer dans la discussion, je veux dire, pour que cette dramaturgie ait ses effets, il faut néanmoins que des deux côtés de la scène, on partage un certain nombre de conventions. Je veux dire, donc, l'exemple de la cadence me semble vraiment intéressant. Ça veut dire que le degré de plaisir que l'on aura à la surprise va dépendre de notre capacité de décoder ce que veut dire cette cadence par rapport au modèle que l'on a. Donc c'est là où une opération de médiation peut générer un degré de surprise beaucoup plus considérable. Mais en le disant, on voit bien combien c'est complexe. Et alors, je repensais à l'exemple de l'artiste. Parfois, en fait, on peut arriver à ces effets-là, ne serait-ce que par la présence physique. Le nombre de récitals, je pense par exemple du piano, on voit le pianiste qui rentre, salue, s'assoit au piano, se lève, salue et sort. C'est certain qu'en partant, je dirais, on va avoir des surprises, mais bon. C'est qu'on est dans une dynamique de routine. C'est certain que si le pianiste prend son temps, salue, sourit, je veux dire, au rappel, plutôt que de plonger dans le piano, s'arrête, se tourne vers le public, je fais un petit truc, sort des sentiers battus, etc. Là, le souvenir que l'on aura du concert sera totalement différent et surtout, là, toutes les surprises, je veux dire, vont prendre des significations différentes. Mais même ce degré, je dirais, de médiation est parfois très difficile donc, à acquérir pour des musiciens, donc dont la formation est pourtant technique, avec un degré de concentration gigantesque, et aussi une philosophie, donc, comme je vous dis, donc, de concentration qui crée une séparation assez grande entre les deux scènes. Est-ce que c'est pas lié à une peur, une déconnaissance humaine? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de crainte de manque d'envie d'aller faire le pianiste qui réagit exactement comme ça part pas de là? Alors ça dépend évidemment, on ne peut pas faire de cas de généralité. Mais il est évident que là, il y a, d'ailleurs de part et d'autre, pour moi, il y a des craintes, il y a des appréhensions qui peuvent être grandes. Pour les artistes, c'est certain qu'il y a aussi des idées préconçues qui circulent dans nos institutions d'enseignement au moment où on met le pied dans l'institution et au moment où on sort. C'est-à-dire par exemple que, j'entends ça très régulièrement même à la faculté de musique, j'entends des collègues parler, mais nous, on ne sait pas parler. Au moment où la personne me dit je ne sais pas parler, je dis tu viens de me parler là. Tu sais parler. Donc il y a un travail, je dirais, donc, comme je le disais à mes collègues, parce que chez nous, un enjeu très important, à travers, c'est un enjeu d'éducation, c'est d'intégrer la pratique instrumentale dans une institution universitaire pour laquelle l'enseignement est basé sur la recherche. Ça veut dire que la recherche alimente le souvenir. Et pour bien des collègues, il y a des chefs, nous, on ne fait pas de recherche. On pratique un instrument et notre recherche, c'est vous en concert musical. Si tu te mets à formaliser, à verbaliser ce que tu fais, tu vas déjà te franchir 50% du chemin. Donc, il y a des appréhensions qu'il faut lever. Et pour ça, c'est collectivement. Il faut arrêter de faire circuler des idées préconçues et repenser ça dans une dynamique, je dirais, de partage et d'ouverture. C'est des belles paroles, mais je pense qu'il faut le dire et encourager les gens. Je veux bien rebondir sur les propos de Michel et d'Isabelle, parce que je pense qu'effectivement, un des aspects problématiques de la vie musicale d'aujourd'hui, qui soit faite ensuite sur les pratiques institutionnelles, c'est ces attentes et ces conventions habituelles du public ou de celui qui est sur scène, et qui peuvent être littéralement déconcertantes, et qui peuvent être exclusives, enfin dans le sens de l'exclusion. Puisque si on considère que d'un côté, jouer, faire de la musique, c'est exclusif d'une activité parole, par exemple. Si d'un autre côté, on considère de la part du public qu'on va assister à la production du même et qu'on pourra ensuite, et qu'on
se sent faire partie d'une communauté, mais cette communauté peut être exclusive d'autres pratiques musicales. On est mal parti. Moi, j'entends souvent aussi des gens dans la rue, dans des conversations un peu informelles, qui me disent les lieux peuvent aussi avoir un effet militant. C'est pas pour moi. Je ne vais pas là-bas parce que je ne vais pas au Grand Théâtre de Genève parce que c'est pas pour moi. Et je pense que c'est des choses qu'on doit absolument refléter dans la réflexion institutionnelle, de manière à pouvoir casser justement ces espèces de dynamiques qui sont délétères et qui sont négatives et qui sortent de l'ordre de l'exclusion. Je pense que ça doit aussi se refléter aussi, c'est une réflexion qu'on a commencé à avoir avec un groupe de collègues, littéralement des quatre coins du monde, avec des responsables australiens, d'Amérique du Nord, européens, sur le poids respectif dans les cursus de la fabrication des interprètes, respectivement d'autres catégories. On ne va pas faire que des écoles où on n'a que des compositeurs, au sens poésien du terme, mais malgré tout de sortir ou de repondérer le fait d'apprendre correctement à jouer des sonates de Beethoven, disons, avec 1000 nuances. Aujourd'hui, on peut comparer comme des verticales des grands vins, c'est merveilleux, on peut comparer sur YouTube. Mais est-ce que ça a un intérêt ultime par rapport à des compétences de création, d'improvisation, de connaissance d'autres codes interculturels qui permettent là aussi à un musicien d'abord se sentir plus libre sur scène que de se dire mon Dieu, je suis en train de jouer une sonate dont la version définitive a été jouée par Horowitz en 1947, et au contraire, effectivement, de susciter une sorte de liberté, de créativité que parfois on perd une fois qu'on est engoncé dans un système institutionnel. Je ne suis pas en train de faire du néo-maoïsme en disant que c'est la révolution permanente, mais je pense que la notion de confort dans les institutions est une notion qui est dangereuse, notamment dans les institutions qui se prétendent être des institutions artistiques, qui doivent pouvoir faire de la recherche scientifique, qui doivent pouvoir aussi remettre en question leur propre code de manière la plus régulière possible. Merci beaucoup. Est-ce que ça a suscité d'autres interrogations dans ces derniers échanges? À propos de dramaturgie, j'ai assisté récemment à un concert à trompette, à Montguy-Modène. Et c'était donc Pacho Flores qui a fait sa formation justement dans les systèmes. Alors, vous allez détester ce que je vais dire peut-être, mais peu importe. Il avait un contact avec le public extraordinaire, et y compris avec des gens qui étaient venus là en se disant la trompette toute la soirée, je ne sais pas si je vais vraiment apprécier. C'était plein de gens. Mais il y en avait beaucoup qui étaient venus avec un préjugé, qui étaient venus se dire je viens parce que je veux faire une expérience, mais c'est pas sûr que je la renouvellerai une deuxième fois parce que je suis sceptique. Il y avait du scepticisme. Et puis, quand ils sont arrivés, il y avait sur la table, d'habitude, dans une salle de concert, il n'y a pas souvent une table, je précise quand même. Et il y avait 10 instruments de musique, 10 trompettes, bulles, etc. Mais les gens qui ne connaissent pas bien la trompette, ils se sont dit il y a 10 trompettes. Déjà, c'était marqué d'ailleurs dans le programme qu'il allait jouer avec 10 instruments différents. Quand ils arrivent, les gens, ils voient qu'il y a les 10 instruments. Il n'y a pas encore un instrumentiste, mais il y a 10 instruments rutilants carrés. C'est quand même pas juste, parce que moi, si je suis pianiste, je ne peux pas faire ça. Juste machin, là, noir. Bon. Et lui, il utilise ça déjà dans la médiation au sens dramaturgique du terme. Parce que ça fait un effet d'attente. On se dit, ah ouais, bah, forcément, il ne va pas jouer les 10 en même temps. Je veux dire, on sait tous que ça ne va pas se passer comme ça. Donc, il y a une attente déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Cet épouvantable individu. Il joue tout par cœur. Il vous regarde dans le blanc de l'œil. Et vous avez l'impression que vous êtes tout seul avec lui. Il vous a dans le creux de la main, évidemment. Alors moi, personnellement, j'ai eu du mal parce qu'il a commencé avec un morceau de Charlie, un morceau de concours. Moi, je déteste ça. Ça me rappelle des trucs horribles. Les morceaux de concours, il ne faut pas me parler de ça. Et je me suis dit, mince, heureusement qu'il y a d'autres choses dans le programme, évidemment Soledad, un morceau que j'adore. Et voilà. Mais il y avait aussi un morceau de musique contemporaine, il y avait aussi une pièce en piano contemporaine, ça. Il vous a amené tout ça, mais d'abord, il vous a eu dans le creux de sa main parce qu'il vous regarde. Alors bon, quand les profs nous disent, quand j'étais jeune, on
vous avez peut-être joué par cœur. Ben, moi, j'étais vraiment pianiste et je faisais aussi du chant. J'étais pas du tout dans la bonne configuration quand je chantais. Donc, je chantais par cœur que quand je jouais du piano. Vous êtes d'accord avec moi? En principe, le pianiste, il est pas face au public. C'est déjà compliqué pour la médiation. Ça, c'est une des choses qu'on peut apprendre. C'est que la configuration dramaturgique, elle est située. Elle est historico-culturellement située. Donc, on peut apprendre à regarder ce que les collègues ils font avec tout ça, à réfléchir, analyser. Avec des processus où on se dit, mais qu'est-ce qui fait que le public est électrisé certaines fois? Il n'y a pas que le jeu. Il y a aussi des tas de choses comme ça. Et c'est assez intéressant aussi. Écoutez, merci encore infiniment à tous les trois pour vos interventions. On propose maintenant une pause d'une vingtaine de minutes. Il y a un café pour la